Émission spéciale réalisée depuis le lycée général et technologique Bouten-Monvel à Lunéville en direct. Et sans attendre, je donne la parole au proviseur du lycée, Jean-Michel Berger. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir au sein de votre lycée. Et pour les auditeurs qui ne connaissent pas justement le lycée Bouten-Monvel, notamment peut-être du côté de la Déodacie, pouvez-vous en faire la présentation? Alors, lycée Bouten-Monvel, donc dans notre jargon, c'est un LPO, alors c'est pas la Ligue protection des oiseaux, oui. C'est un lycée polyvalent. Ça veut dire donc c'est un lycée de 500 élèves environ. C'est un lycée donc qui a une offre de formation diversifiée puisqu'à la fois on a une offre professionnelle et puis une offre générale et technologique. Donc général, on est positionné évidemment une seconde générale indifférenciée on va dire. Et puis ensuite on est donc sur les bac S, sur un bac S sciences de l'ingénieur, un bac STI 2D, donc le 2D voulant dire développement durable, voilà, sur énergie environnement, et puis une offre professionnelle, donc à la fois avec les métiers d'art, le métier d'art d'ébéniste, CAP et brevet des métiers d'art, un BMA, donc c'est un diplôme en 4 ans. Et puis on a donc OBM, ouvrage bâtiment métallerie, on en parlera précisément dans cette émission j'imagine, électrotech, donc énergie communicant, donc ça c'est une autre formation, et puis technicien d'usinage. Et on avait jusqu'à présent donc bois matériaux associés, mais qui hélas disparaît à cette rentrée. Voilà. Ouais. En fait, ça va du CAP au bac S, quoi. CAP, bac S et BTS. Ouais. Je dois rajouter BTS effectivement, électrotechnique. Voilà. Ouais. Et ce sont des formations assez spécifiques quand même hein, pour un lycée technologique. Vous êtes vraiment bien sur des domaines. Notre cœur de métier, on voit bien quoi, c'est professionnel, technologique, scientifique, voilà. Donc on est quelque chose d'assez pointu dans ce domaine. Et en moyenne chaque année, est-ce que ça fluctue ou vous accueillez combien d'élèves? On accueille, vous voyez bien, il y a 3 années, donc 500 divisé par 3 quoi. Voilà, on est sur 150 élèves en moyenne. Général, techno et professionnel. Et pour ceux qui viennent de loin, un internat est disponible? Internat, voilà, un internat qui a été rénové tout récemment, isolé, rénové, et en ce moment on est encore sur des travaux de rénovation, donc d'un deuxième internat, on va dire, avec des chambres individuelles, avec peut-être un partenariat qu'on nouera avec la région pour accueillir probablement aussi des publics en formation continue. On s'aperçoit que le Lunévillois vit aussi avec des communes mais qui sont quelquefois assez éloignées, et on sait qu'on a des populations qui ont du mal à se déplacer pour faire une formation professionnelle et ou à se loger parce que c'est trop onéreux sur Lunéville. Donc on va chercher peut-être dans le cadre de formations qui seraient financées par la région, par le conseil régional, à pouvoir peut-être accueillir ces populations-là pour favoriser une insertion professionnelle, voilà, développer un petit peu l'emploi sur le Lunévillois, qu'on y participe aussi de cette manière-là. Et dans le cadre de ces formations spécifiques, est-ce que vous accueillez plutôt des jeunes du Lunévillois ou vous attirez du monde aussi de plus loin par rapport à ces formations? De plus loin, de par les formations un petit peu rares. Alors, bien évidemment, les ébénistes. Donc, on a une jeune fille qui vient de Dijon, par exemple. Sinon, c'est sur l'académie. Hein, voilà. Généralement, c'est plutôt sur l'académie, mais on peut avoir du hors académique sur le BMA. Donc, après le CAP. Et puis dire aussi que à cette rentrée, nos 2 formations en tout cas qui restent sur les secondes, enfin 2 des 3 formations bac pro on va dire, donc OBM, ouvrage bâtiment métallerie, et technicien d'usinage sont les 2 seuls qui sont dispensés sur la Meurthe-et-Moselle. Donc on essaye de travailler aussi en direction en termes de communication sur l'ensemble des établissements. Évidemment on fait plus d'informations de proximité évidemment, mais quand on fait l'information on la fait aussi un peu plus loin parce qu'on se dit qu'il peut y avoir des élèves qui peuvent être intéressés par ces formations qui ne sont pas dispensées ailleurs sur le 54. Et c'est un lycée multi-labellisé, il y a plusieurs labels sur ce lycée, hein, j'ai vu. Oui, alors il y a eu un label solidaire qui a dû être décerné, je crois, alors mes collègues enseignants qui sont plus âgés, enfin pas plus âgés, mais plus anciens plutôt dans le lycée que moi. Je crois me souvenir. Donc c'est en juin 2010 qu'il a été labellisé, donc le label solidaire. Et on a eu tout un tas de projets. On a encore eu l'année dernière donc des équipes d'électro qui sont parties au Maroc assurer la rénovation donc d'un puits, tout système électrique. Alors on avait un projet plus ambitieux et puis qui a dû réduire un peu la voilure sur des problèmes
de financement, si vous voulez, parce que l'intérêt est effectivement de tout mettre au solaire, mais après, évidemment, il faut trouver les partenariats, et je pense que chacun sait que le monde est un petit peu en crise et qu'aujourd'hui c'est un petit peu difficile, plus difficile encore qu'hier, de trouver des partenariats. Donc on a assuré juste la rénovation, mais je crois que c'était intéressant, et c'était une opération tout à fait intéressante pour tout le monde, pour les deux parties. Donc voilà, en tout cas, un label. Voilà. Ouais, et c'est avoir un label et donc plusieurs labels, pour le coup, c'est quand même une belle reconnaissance pour le lycée, le travail fourni, quoi. Oui, mais c'est vrai que c'est un lycée où on travaille bien. Nous les proviseurs, on a des éléments de comparaison, puisqu'on nous demande de tourner, si vous voulez, entre 3 et 9 ans. Hein, voilà, c'est notre durée de vie moyenne. Voilà, après on est périmé, si vous voulez, mais entre 3 et 9 ans, on a une durée de vie normale. Et effectivement, quand je suis arrivé dans ce lycée, j'ai pu constater effectivement une vraie énergie, quoi, en tout cas une vraie mobilisation sur des enjeux d'un lycée moyen qui veut exister. Je crois que qui veut faire savoir en tout cas son savoir-faire, et qui, je crois, le fait plutôt bien. Voilà. Parce que vous veniez déjà d'un lycée technologique ? Non, j'étais en collège, j'étais à Voipy auparavant, sur Ambition Réussite, donc c'était un autre univers, projet. Oui, un autre projet. Et puis avant, j'étais sur Vendeuve, sur 2 collèges de Vendeuve. Ouais. Présentation du lycée faite. Il est temps de parler des différents partenariats. Et pour ce faire, Christian Portigliati, le directeur général de la communauté de communes du Lunévillois, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors, comment est née ou arrivée l'idée de se rapprocher du lycée pour mettre en place ces différents projets dont on va parler dans quelques minutes ? C'est une volonté ancienne qui remonte, j'allais dire, de façon traditionnelle dans les partenariats entre les collectivités publiques et le lycée. Dans une précédente mandature, il y avait déjà eu des opérations où les élèves avaient pu démontrer leur savoir-faire. D'ailleurs, quasiment à l'entrée au rond-point, c'est une œuvre qui a été faite notamment par les élèves. Et quand la nouvelle mandature de la communauté en 2008 est arrivée, le président de Gouvion-Saint-Cyr a souhaité actualiser et améliorer ce partenariat qui était déjà existant. Alors on a travaillé ensemble, d'ailleurs avec votre prédécesseur, monsieur le proviseur, et les projets se sont tissés, les partenariats, il y a eu des rencontres, et comme souvent avec ces rencontres, il y a des projets qui naissent, des idées qui ont fusé, et on a mis en place plusieurs projets qui ont trouvé leur aboutissement, ou en tout cas le fonctionnement en des périodes assez rapprochées, et on en est très heureux. C'est vrai que ce type de partenariat, c'est une des compétences de la CCL. Alors c'est pas directement une compétence de la CCL, mais c'est une volonté très très forte des élus de tisser des liens opérationnels forts avec les partenaires sur le territoire, et notamment les établissements d'enseignement, parce que une des priorités de la collectivité, de la communauté de communes, c'est la promotion de la jeunesse sous toutes ses formes. Et la promotion de la jeunesse sous toutes ses formes, eh bien, ça passe aussi par la formation et l'enseignement. C'est comme ça qu'on a élaboré avec le lycée un partenariat pour accueillir des stagiaires qui ont dans leur formation obligatoire un certain nombre de périodes en dehors de l'école à effectuer. Et donc, tout naturellement, une collectivité publique comme la nôtre, elle se doit de participer à cet effort de formation des futurs actifs. Et je rejoins le proviseur quand il dit qu'on doit aller plus loin dans cette volonté de revivifier le Lunévillois. Et puis également, ces élèves, ils ont des vraies compétences, ils ont des spécialités, et on va en parler également. Et dans le cadre de leur spécialité, il se trouve que nous, collectivités, nous avions un projet, nous avions des besoins, nous avions des attentes. Alors plutôt que de passer, entre guillemets, forcément par une entreprise ou par d'autres choses, il nous a semblé plus intéressant, en partenariat avec le lycée, de voir si on pouvait monter ce projet. Et ça a été le cas. C'est ça, vous aviez des attentes spécifiques et le lycée répondait à ces attentes finalement. Totalement et complètement. En matière notamment de métallerie, on avait 2 projets qui n'ont pas grand-chose à voir, mais qui se rejoignaient sur un plan, le métal et la production. Bon, le premier, c'est
c'est d'ailleurs quelque chose qui va être inauguré ou en tout cas opérationnel dans pas longtemps. C'est le centre communautaire, le nouveau centre communautaire. Nous sommes actuellement dans des locaux, une partie rue de Villers, d'autre part les services techniques sur la zone Trélor, et nous allons réunir l'ensemble de nos services opérationnels, administratifs et techniques sur des anciens bâtiments Trélor, une toute petite partie, je précise, pas tout le bâtiment bien évidemment, et nous avions besoin de nous faire connaître et de montrer où nous étions, et donc il y avait une nécessité de faire une enseigne, et qui plus mieux que les élèves de métallerie pouvaient nous concevoir cette enseigne, et cette enseigne est présente, elle est un vrai signal à l'entrée, ou en tout cas sur le pignon visible de la rue de la Libération, et nous sommes très heureux que ce soit les élèves du Boutet de Monvel qui aient réalisé cette enseigne. Alors on va en parler effectivement de l'enseigne, et j'imagine la fierté des élèves de voir cette enseigne. Pour l'accueil des stagiaires, je crois savoir que la communauté de communes a embauché 15 stagiaires l'année dernière. On n'a pas embauché, on a en stage. Accueilli des stagiaires, et c'est vrai qu'une bonne partie, une partie non négligeable, on va dire, étaient des stagiaires de Boutet de Monvel, et c'est pour ça que le partenariat qui avait été initié avec le prédécesseur du proviseur Berger a été poursuivi, et effectivement nous avons une convention triennale qu'on a signée et adoptée en fin 2011, qui détermine pour les 3 ans à venir un nombre, on va dire, convenable, suffisant d'accueil de stagiaires en seconde, en première et en terminale. Le but, sachant que nous avons des compétences opérationnelles assez ciblées, c'est de donner aux jeunes une autre vision du travail en collectivité, parce que ça fait partie aussi de la vie. Et puis confronter l'élève au monde du travail, c'est toujours bénéfique, j'imagine, Monsieur Berger, c'est un des objectifs aussi de ce partenariat. Oui, puis ça rentre directement dans leur formation. Quand on parle de stage, on pourrait d'ailleurs parler de période de formation en entreprise, voilà, qui est le terme exact. On est vraiment sur de la formation, voilà. Donc c'est confronter effectivement la théorie à la pratique, réalité, et c'est tout à fait intéressant. Voilà. Donc ce partenariat de ce point de vue-là est intéressant. Voilà. Et vous allez un petit peu plus loin, je crois ça, vous invitez également les entreprises avec qui vous travaillez à accueillir des stagiaires. Ah oui, c'est un autre volet de la volonté très forte des élus, notamment du président, d'être un acteur fort et concret du tissu local. On est une collectivité territoriale, on a donc des compétences, on vit avec l'argent, beaucoup, je le rappelle à mes équipes régulièrement, on vit avec l'argent des impôts des gens, et une de nos missions, c'est aussi de favoriser le développement économique, et donc de pouvoir permettre à des jeunes qui sont l'avenir de notre pays comme partout, de pouvoir se former. Alors nous on en accueille, on prend notre part, on prend toute notre part, mais on demande aussi à nos entreprises avec qui nous travaillons de faire ce geste citoyen et de les accueillir, soit pour des formations, soit pour des stages. Et puis on a la même démarche citoyenne dans le cadre de clauses d'insertion dans les marchés publics, c'est-à-dire que chaque fois, et c'est systématique, que nous passons un marché public, nous intégrons dans les obligations des entreprises la nécessité d'accueillir des jeunes, ou des moins jeunes d'ailleurs, en insertion, en situation éloignée de l'emploi. Donc on couvre ainsi tout le spectre des jeunes qui sont en formation initiale, ou des jeunes ou des moins jeunes qui sont en retour vers l'emploi, et nous essayons à notre niveau, modestement mais fermement, d'y apporter notre pierre. C'est pas si modeste, puisque vous avez quand même un large territoire, une large possibilité par rapport aux entreprises avec lesquelles vous travaillez, de pouvoir envoyer des jeunes à telle ou telle entreprise pour effectivement mettre la théorie à la pratique, quoi. Alors bien sûr, on n'est pas non plus dans une démarche, on va dire coercitive, mais on incite fortement alors pour les clauses des marchés publics, c'est vrai que c'est une obligation inscrite dans nos marchés, mais pour le reste, on joue plutôt sur ce qu'on appelle le réseau, c'est-à-dire que on favorise les entreprises qui répondent à ce souci fort que nous avons. Ceci étant, on n'a pas beaucoup de difficultés, parce que, il faut le dire clairement et rendre hommage, les entreprises locales avec qui nous travaillons régulièrement, que ce soit des entreprises de BTP ou de services, ont cette volonté réelle aussi de former, parce qu'ils s'y retrouvent, parce qu'à un moment, s'ils accueillent des jeunes en stage ou en formation, ils peuvent trouver quelqu'un qui va leur apporter quelque chose et peut-être demain les embaucher. Donc on est clairement dans une démarche pluridisciplinaire et dynamique. Et donc là, vous avez signé en fin d'année 2011 une nouvelle convention de partenariat pour 3 ans
on va dire que la convention existait de fait depuis un certain nombre de temps, mais nous l'avons formalisée en fin 2011. Un partenariat qui concerne la fabrication de l'enseigne, on en a parlé un petit peu, au niveau du nouveau centre communautaire qui sera inauguré, le centre lui en juillet, très prochainement là. On va intégrer nos locaux au partir du 1er juillet. Oui, l'intégration, voilà. L'inauguration, c'est pour la rentrée. Ouais. Et du coup, on l'a dit, vous avez proposé un partenariat pour que certains élèves en terminale chaudronnerie, c'est pas facile à dire, réalisent l'enseigne pour donc l'enseigne qui montre que la CCL a ses bureaux et ses locaux rue de la Libération, avenue de la Libération. Quel était le cahier des charges de cette enseigne? Alors je sais pas si peut-être les professeurs ou les élèves veulent déjà en parler ou. Bonjour. Donc le partenariat, en fait, on nous a contacté donc au mois de juin 2011 pour pouvoir faire justement cette enseigne. Le mot d'ordre, c'était de faire quelque chose d'industriel. Donc j'ai fait plusieurs dessins qu'on a proposés au président et il a fait un choix. À partir de ce choix-là, nous on a regardé si techniquement c'était réalisable et on a lancé la production. Donc l'impératif qu'on avait, c'était qu'elle devait être terminée pour le mois de mai, pour l'inauguration qui a été faite d'ailleurs pour cette enseigne. Donc on a essayé de l'intégrer dans notre programme de l'année, parce qu'il faut savoir que on ne réalise pas uniquement une enseigne tout au long d'une année, on fait aussi passer des examens à nos élèves, ils ont aussi un programme à respecter. Donc c'était quelques heures par semaine ça a été une gestion en fait entre les périodes de formation d'entreprise, entre les examens, ça a été un petit peu... on a surtout vraiment commencé à travailler, je dirais, au mois de janvier. Parce qu'il y a eu toute la préparation de tous les dessins, il a fallu aussi faire les réunions de chantier. Donc avec l'architecte pour savoir si c'était valable, si les points d'ancrage étaient bons. Il a fallu faire aussi des calculs. Donc Monsieur Pétel, notre chef des travaux, a mis la main à la pâte en faisant tous les calculs de mécanique pour savoir si ça allait résister au vent, si ça allait résister au temps, à la neige, etc. Et une fois que tout était validé, on s'est lancé à la production. Donc on a d'abord fait tout ce qui était châssis, c'est-à-dire toute l'armature qui est derrière l'enseigne elle-même. Et ensuite, on a réalisé, on a sous-traité par le biais d'une entreprise qui reçoit nos élèves en stage, l'entreprise A2FI, qui nous a fait par découpe laser, donc le communauté de communes du Lunévillois, qu'on peut voir maintenant, sur l'extérieur des locaux, des prochains locaux de la CCL. Donc les élèves qui ont travaillé vraiment dessus, il y a des élèves surtout de terminale chaudronnerie, donc qui ont vraiment travaillé sur la réalisation du châssis pour aider aussi à la mise en place, pour nous aider à souder l'ensemble, etc. Et il faut savoir aussi que les élèves aussi de seconde ont mis un petit peu la main à la pâte, parce que il a fallu rouler cette grande enseigne qui fait quand même plus de 4,50 m de long et 1,50 m de hauteur. Donc on était une douzaine à pouvoir tenir la tôle pour pouvoir la rouler dans l'atelier, donc il a fallu demander de l'aide des autres élèves. Mais essentiellement le travail, donc c'était Monsieur Ludman, moi-même, et puis bien sûr les élèves qui ont participé. Alors, combien d'élèves ont participé Surtout les élèves de terminale, donc chaudronnerie, ils sont 5. C'est pas énorme, mais bon, ils ont amassé pas mal de travail. Ouais. Et alors, quelle expérience, on en a deux avec nous là, quelle expérience vous gardez de ce partenariat? Ça fait plaisir de travailler sur des choses comme ça pour la ville, et ça fait une bonne expérience. La fierté de se dire j'ai participé. On est content quand on passe devant, on peut dire que c'est nous qui l'avons fait, et ça fait plaisir en fait. Et par rapport à ce que vous apprenez, donc vous avez pu mettre, j'imagine, en application des choses aussi par rapport à cette enseigne. Oui, ce qu'on connaissait déjà, un peu comment on travaillait, servir de ce qu'on connaissait, tout ça. Est-ce que ce type de partenariat, c'est annuel, ou vous avez des demandes comme ça à intégrer dans les cursus, ou c'est vraiment spécifique là pour Il s'avère que souvent on a des demandes de particuliers aussi qui viennent nous demander tout simplement, on a apporté à réaliser quelque chose, donc de ce genre de travaux là.
comprend si on arrive à l'insérer dans notre programme, dans notre année. Et aussi, la première chose qu'on regarde, c'est est-ce que les élèves vont être capables de le réaliser. Le but, c'est pas que nous, enseignants, on le réalise, le but, c'est que ça rentre dans leur l'apprentissage. Donc, on prend quelque chose quand on sent que les élèves seront capables de le réaliser. Et vous avez senti sur ce projet une motivation directe des élèves ou... Ah oui, je peux vous affirmer qu'il y a une fierté quand ils passent à côté. Moi, je leur avais dit sous forme de plaisanterie, quand plus tard vous direz c'est papa qui a réalisé ou c'est maman qui a réalisé, parce qu'on a aussi des filles aussi, ce qu'il faut savoir en structure métallique, c'est maman qui a réalisé. C'est elle qui portait la tôle. Entre autres, il y en a une qui a participé, tout à fait. Non mais c'est ça, hein, parce que les enseignes, ça reste quand même dans le temps, c'est prévu pour rester très longtemps, donc là vous allez avoir le temps effectivement de pouvoir dire j'ai participé quoi. Et puis vous étiez 5, c'est ça, hein, sur le projet 5 élèves. C'est une chance finalement dans votre cursus de pouvoir appliquer comme ça. Ouais, comme je l'aurais dit, ce serait bien de l'écrire aussi dans le curriculum vitae. Bah oui. Voilà, c'est une chose parce que bon, ils ont fait leurs années au sein du lycée de Boutet-de-Monvel, mais il y a aussi les choses qu'ils ont réalisées. Donc il y a ce qu'ils ont fait en période de formation d'entreprise, mais il y a aussi ce genre de projet à marquer, parce que c'est pas négligeable, c'est pas tous les jours qu'on peut réaliser une enseigne, qu'on peut faire quelque chose qui met en valeur le travail et l'apprentissage qu'on fait aussi à l'école, parce que généralement les gens ont une idée de l'école, c'est la petite pièce qu'on fait dans un coin et qu'on met entre guillemets à la poubelle. Après, non, c'est pas ça aussi. Celle-là, il faut non, il faudrait une grosse poubelle. Oui, tout à fait. Et le coût de fabrication, je crois, a été pris en charge par la communauté de communes. Bien évidemment, c'est légitime. On n'est pas dans une logique où on demande de nous faire des cadeaux. Et puis, non, mais c'est pleinement. Enfin, on est tout à fait heureux que des jeunes aient pu participer et faire cette enseigne qui sera effectivement pour très longtemps, j'espère, qu'elle va pas se décrocher au vent, mais qu'elle restera longtemps. On n'en doute pas d'ailleurs, et que ce soit des jeunes lunévillois qui aient participé à ça, et que effectivement plus tard on puisse dire moi j'y étais aussi, etc. Donc on est très heureux, et dans ce genre de partenariat, bien évidemment, c'est la collectivité qui prend en charge ce qu'elle a à prendre en charge. On n'est pas dans une logique commerciale, on est dans une logique à la fois nécessité pour nous d'avoir une enseigne et en même temps de trouver des projets qui puissent mobiliser le maximum de personnes. Donc là, vous l'avez inauguré avec les personnes qui ont réalisé l'enseigne. Et est-ce que vous aurez peut-être à l'avenir d'autres demandes du coup par rapport à ces différentes sections que propose le lycée Alors bon, bien évidemment, mais comme l'a rappelé Monsieur Allegrini, on va pas non plus abuser, parce qu'ils ont aussi un programme, ils doivent faire passer des diplômes aux élèves. Donc bien évidemment, d'ailleurs on s'en prive pas, on a toujours des projets. On va parler des figurines, c'est un projet au long cours. On en a eu une première partie cette année, on va en parler, et ça doit se poursuivre l'année prochaine. Et bon, c'est au gré et au fil du temps. On a peut-être d'autres projets également dans certaines questions qui aujourd'hui ne sont pas encore à maturité. Oui, ça viendra. Si ça doit venir, ça viendra. Et en tout cas, on a toujours plaisir de travailler avec les enseignants et les élèves de Boutet-de-Monvel. Eh bien voilà, vous pouvez la voir, cette enseigne en roulant le long des nouveaux bâtiments du bâtiment communautaire, donc avenue de la Libération à Lunéville. Nous avons parlé dans l'heure précédente de 2 partenariats. En voici un troisième qui concerne le Souvenir français. Avec nous autour de la table, Jean-Claude Brissot, président du Souvenir français de Lunéville. Bonjour. Bonjour. Et Jean-Paul Sechpine, président du comité du Souvenir français, c'est ça? Bonjour. Président du Souvenir français de Lunéville. Voilà, bonjour. Et alors avant de parler précisément du partenariat, c'est peut-être l'occasion de mettre en lumière pour nos auditeurs ce qu'est le Souvenir français, l'une des plus anciennes associations, je crois. Oui, elle est née
on vous dirait après la guerre de 1870, et sans trop s'attarder sur l'histoire avec les épisodes qui la ponctuent, on pourra dire qu'effectivement un certain Xavier Nissen, que nous avons toujours nous comme référent, sera le promoteur du souvenir français national. Très vite, même dans l'Alsace et la Lorraine annexée, ces mouvements vont vivre. Ils vivront encore plus à partir du début du premier conflit mondial, et ils se maintiendront. Et au contraire, ils vont essaimer très fortement à partir du moment où on arrive dans les années 1920. Et pour faire un saut dans l'avenir, celui que nous évoquons, en 1927, c'est le comité du souvenir français de Lunéville, s'appuyant sur les objectifs qui sont les siens, que je vais répéter, à savoir prendre toujours et avoir des actions sur la mémoire des hommes qui ont marqué par leur engagement ce que représentait la défense de la France, et puis aussi les monuments, pas seulement les hommes, mais en deuxième lieu les monuments, et en troisième lieu il y avait à ce moment-là un troisième chapitre qui disait transmettre le flambeau aux générations futures. C'est devenu notre élément numéro 1 aujourd'hui. En 1927, et je clôt mon propos là-dessus, eh bien ça donnera au sens très pratique la création par souscription sur Lunéville, tout simplement, de ce monument qui est devant la nécropole nationale de Frascati. Mmh. Alors, reconnu d'utilité publique très tôt, en 1906. Oui. Ça dit tout de suite l'importance qu'avait déjà cette association. C'est important de le souligner comme vous le faites, parce que ça n'est pas une association d'anciens combattants. C'est une association reconnue d'utilité publique, et puis la conséquence immédiate, c'est le président de la République en place qui en est le président national. Oui. Il a un exécutif, bien sûr, national, avec un relais régional, etc. Mais c'est vrai, c'est reconnu d'utilité publique, et nous accueillons au Souvenir français toutes les délégations, représentations, voire drapeaux d'associations qui pourraient être amenées, être en déshérence, mais déshérence par le simple fait de l'âge, par le simple fait de la disparition des générations. Et nul autre élément ne nous permettrait de les accueillir, mais celui-là, c'est un élément effectivement existant. C'est une idée reçue souvent d'associer le Souvenir français aux associations d'anciens combattants. C'est vraiment, il y a une différence quand même là. Hein. Une différence, effectivement. Oui. Alors, le Souvenir français est vraiment une association nationale. Toutes les autres associations, anciens combattants et les autres, sont des associations patriotiques, mais qui dépendent uniquement de certaines personnes. Mmh. Et qui, elle, n'est pas reconnue d'utilité publique, par exemple. Mmh. Voilà. C'est quelque chose de plus local par rapport au Souvenir français. Mmh, tout à fait. Et donc chaque année, le Souvenir français entretient, rénove on l'a dit, il y avait les hommes, mais il y a aussi donc les extérieurs, les sites historiques. Tout à fait. On rénove actuellement. J'ai une plaque du colonel Dietmann qui est rénovée, prête à remonter. Je prévois de rénover un monument FFI Valo-Chrétien Père à Bonvillers pour l'année prochaine. Et il y a d'autres monuments comme ça qu'on retrouve au fur et à mesure des années et qu'on rénovera suivant les disponibilités. En disant cela, on rappelle encore une fois la mission du Souvenir français. Lorsqu'une personne est déclarée mort pour la France, c'est un élément clé de la reconnaissance justement par le Souvenir français pour l'entretien des tombes en déshérence. Le Souvenir français a comme mission justement de récupérer, permettez-moi l'expression au sens matériel du terme, un emplacement tombal, un monument qui serait parti complètement à l'abandon, soit par la disparition des familles, soit par purement l'oubli. Et l'oubli, c'est ce que vient de dire M. Sechpin, c'est que nous avons à réhabiliter dans la mémoire, cette fois-ci, la présence de témoins par la pierre, la plupart du temps, de témoins de ce qui a été l'engagement d'hommes dans la périphérie de Lunéville, puisque c'est notre circonscription d'action.
Alors justement, dans le Lunévillois, quels sont les sites historiques exceptionnels dont vous avez la charge? Il y en a beaucoup. Ça va de la petite pierre commémorative comme la stèle du capitaine Adelphes à Deauville. Ça passe par le Léaumont, ça passe par le monument du 269e Airy en bas de la Lévis-Brotte, qui a été nettoyé l'année dernière. Ça passe aussi, comme disait M. Brissot, à l'entretien des tombes. On en a rénové 6 à peu près l'année dernière, à Chanteux. Mm-hmm. Et il y a encore d'autres à rénover. Le Lunévillois est riche historiquement? Oui. Ouais. C'est la bataille de Lorraine qui est celle du premier conflit mondial, mais M. Sechpin est plus à l'aise, lui, sur le second conflit mondial, et il pourra compléter mon propos. Pour moi, je signalerai sur notre premier point que le souvenir français, au travers d'un comité qui aussi aux environs d'une dizaine de personnes, s'est trouvé très vite dépassé par l'entretien d'une nécropole de 3751 tombes, vous l'imaginez. Et si l'on parle de partenariat aujourd'hui autour de cette table, eh bien, il est important de dire que le partenariat a été très vite réalisé avec les structures nationales compétentes, à savoir le ministère de la Guerre et de la Défense ensuite, qui a pris en charge l'entretien de la nécropole proprement dite, à savoir ce grand terrain. Et nous reviendrons sur le nom d'une lunévilloise, mademoiselle Vibrotte, qui, elle, à la suite de son engagement de récupérer les corps des hommes tués pendant ce conflit de la bataille de Lunéville, et on ne parlera de rien d'autre ici, elle a mis en terre un certain nombre de personnes avec des aides complémentaires, aussi bien celles de l'armée d'ailleurs aussi. Et puis il y a eu ces tombes éparses qui ont été regroupées, mais regroupées pourquoi? Parce qu'elle a acquis un ensemble de parcelles de terrain autour de la ferme de Frascati. Et cet ensemble de terrain, elle en a fait don au Souvenir français. Souvenir français, comme je venais de le dire il y a un instant, qui se trouve, lui, démuni devant l'ampleur que représente financièrement et en besoin humain aussi manuel, devant l'ampleur, va faire une convention avec le ministère en disant, voilà, tout l'entretien de la nécropole vous revient, et c'est comme cela qu'on assiste à la restructuration complète de la nécropole telle que vous la connaissez aujourd'hui et qui est digne de la mémoire que l'on doit à ces héros de 1914. Donc j'imagine une satisfaction pour vous au niveau du Souvenir français, quoi. Absolument. Et donc la transmission de l'héritage aux générations les plus jeunes, c'est une de vos priorités. Elle passe à travers quoi? Beaucoup de conférences. On essaye de développer les conférences dans les écoles. Partout, on reçoit aussi beaucoup de personnes à Frascati, au Léaumont. C'est toujours par l'échange avec les jeunes qu'on essaye de transmettre le flambeau. Et alors, ça se passe comment? Est-ce qu'au début, ils sont plutôt hermétiques et finalement, vous arrivez à leur faire ouvrir les idées sur le passé? Je pense qu'une fois qu'ils ont vu le musée qui est à Frascati, ils s'interrogent quand même sur les choses qui se sont passées là, quoi. Donc ils voient des obus, et ils se disent tiens, à quoi ça pouvait servir quand même, et puis quand ils se rendent compte que ça servait pas comme décoration, surtout quand ils voient toutes les tombes à côté, ils se rendent compte quand même que un conflit c'est quand même quelque chose d'assez sanglant. C'est-à-dire que là, on touche, quoi. On touche du doigt, oui. Et ce que dit M. Sechpin est important parce que dans le mot pédagogie, et on est très bien d'ailleurs dans ce bâtiment pour en parler, on essaie de partir de l'objet pour parler d'un conflit. De l'objet, de l'homme, celui qui l'a utilisé, mais non pas d'éléments abstraits comme une succession de dates à retenir sur le premier conflit mondial. Et là, on a réussi, grâce à un autre partenariat, c'est celui de certes reconstruire la ferme de Frascati et de son environnement parce qu'elle avait subi les attaques du temps d'abord et puis une certaine tempête dans la mémoire des hommes, en Lorraine en particulier.
Et puis il y avait également un élément de salubrité, et le Souvenir français se trouve devant une grande interrogation: comment faire pour réaliser la rénovation? Une partie de notre acharnement, de notre pugnacité va aboutir avec le ministère de la Défense à obtenir une ligne de crédit. Mais voilà, cette ligne de crédit est là, les bonnes intentions sont là, mais nous, j'ai dit tout à l'heure une dizaine de personnes, pour réaliser une masse de travail de rénovation, impossible. Alors, il y a quelqu'un à côté de nous, quelqu'un qui nous ramène au sentier des artilleurs et aux figurines, parce que c'est l'établissement qui est la communauté de communes du Lunévillois a un projet qui est connexe. Elle veut réaliser un sentier qui soit réellement un élément de promenade et d'enseignement sur l'histoire de la Lorraine. Et nous avons un bâtiment qui jouxte ce sentier, et nous sommes un peu démunis pour porter au bout la masse de travail que ça représente. Et la communauté de communes du Lunévillois, par une convention signée avec son président de l'époque, va effectivement être maître d'œuvre, va prendre la maîtrise d'œuvre. Et c'est comme cela qu'on aboutit à la rénovation du bâtiment. Mais ce à quoi je voulais aboutir, c'est que pour le remettre en place, certes, ça, c'est le travail de l'architecte, et de dire il était comme si, ça répond à des normes, etc. Mais notre attention, c'était de répondre aux fameux articles du Souvenir français et de préparer l'information pour ceux qui suivent. Et l'extension qui est faite, ce qu'ils appellent aujourd'hui l'espace Chauvet, eh bien, il est né de cette fusion entre les intentions de la communauté de communes et celles du Souvenir français, qui font qu'aujourd'hui, M. Sechpin peut dire, ah oui, nous recevons beaucoup d'enfants, nous avons énormément de scolaires qui s'étalent depuis la CM1 jusque... on ne sait pas trop, parce qu'on a des grands étudiants qui viennent avec des thèses dans la sacoche et qui viennent étudier aussi. Alors, je pense que ce partenariat a ouvert sur une réalisation véritable et certifiée aujourd'hui. Eh bien, on a un centre éducatif. Or, le mot est peut-être un peu grand, mais on a un centre, effectivement, qui remplit sa mission. Vous avez le pouvoir de faire de la pédagogie, d'accueillir, de transmettre. Absolument. Voilà. Vous avez aujourd'hui... Et croyez-moi, nous nous en réjouissons fort. Comment s'est fait ce partenariat avec le Souvenir français, précisément ? Le partenariat, comme l'a rappelé il y a quelques instants Jean-Claude Brissot, est une longue histoire, et une histoire assez ancienne. Et il y a ce partenariat, il est actif, il est de confiance, et il a permis, comme l'a rappelé Jean-Claude Brissot et Monsieur Sechpin, de refaire, de réhabiliter les locaux, puis d'ouvrir l'espace Chauvet, qui effectivement sous maîtrise d'ouvrage de la communauté permet à des élèves, à des jeunes ou des moins jeunes, d'avoir une vision, on va dire, très précise et très opérationnelle de ce qui a pu se passer à ce moment-là. Alors, dans cette optique de partenariat, nous organisons chaque année avec le Souvenir français des manifestations, des animations. Nous co-gérons le site, on va dire. Et le gardien qui est mis sur le site là-bas, par exemple, il est salarié de la communauté pour accueillir les gens de façon très concrète. Ça, ce sont des actions qui existent. Et de ce fait, au fur et à mesure, on crée le droit chemin faisant. Et là, on a créé toute une série de projets. Pendant un temps est né un projet de mettre en place des MP3 pour expliquer un petit peu le sens de cette bataille de Lorraine que Monsieur Brissot pourrait compter à merveille pendant des heures, tel temps il est féru et précis. Moi, je bois toujours ses paroles avec grand bonheur. Et à partir de ce projet technique MP3, il fallait qu'il soit adossé à un cheminement entre ce qu'on appelle donc la ferme du Mouton Noir, le Léaumont, et puis l'espace Chauvet. Alors c'est vrai qu'on mélange un peu les noms, c'est vrai qu'on peut l'appeler globalement le Léaumont, mais il y a plusieurs sites. Donc on s'est dit, est-ce qu'il n'y a pas un moyen de favoriser un cheminement entre la statue du Poilu et notre espace Chauvet et la nécropole nationale, et pour permettre ce cheminement, il faut qu'on balise
le chemin au fur et à mesure. Et c'est comme ça que ce projet est plus ou moins né, de part et d'autre, et puis il s'est amendé, il s'est fait cher, et puis à un moment, quand on s'est dit comment on peut faire pour le rendre viable ou le rendre réel, de passer du concept à la réalisation, tout naturellement on s'est tourné, on a réfléchi pour un partenariat toujours avec le lycée Boutet de Monvel. Donc vous voyez, ça tourne toujours autour des mêmes partenaires actifs, mais c'est vraiment un projet partenarial, parce que non seulement le lycée a travaillé concrètement en partenariat avec nous, en réflexion pour bâtir ce qu'allaient être ces figures, ces stations, ces statues, parce qu'il faut pas se méprendre. Quand on parle de figurines, c'est pas des soldats de plomb, c'est des grands soldats de métal, hein, c'est taille humaine. Ouais. Et donc, il y a eu un travail à la fois technique, mais aussi très important de recherche historique. Et un des professeurs, Monsieur Olivier Verdier, pour ne pas le citer, a travaillé longuement pour bâtir un scénario, pour dire, en liaison bien évidemment avec nos amis du Souvenir Français, comment on pouvait raconter une histoire, chemin faisant, entre on va dire les 25 minutes à pied tranquilles qui séparent l'espace Chauvet de la statue du Poilu. Et c'est comme ça que le projet est né. Ouais, un parcours de mémoire. Alors, Monsieur Verdier, racontez-nous un peu, du coup, une fois que vous avez eu cette demande, comment s'est passé? Il y a une phase de recherche historique, j'imagine, pour pas être à côté de la demande. Oui, il fallait sensibiliser les élèves d'abord, mais les élèves étaient très intéressés. On parlait hors micro tout à l'heure de la bataille de Lorraine. Moi, n'étant pas lorrain, je ne connaissais pas, et c'est vrai qu'elle est presque inconnue, alors qu'on connaît bien la bataille de la Marne, et il fallait absolument sensibiliser les élèves sur cette bataille, quand même mêler 1 demi-million d'hommes ici. Et ensuite, alors, on a commencé à chercher ce qu'on pouvait représenter par rapport à ces batailles, se documenter d'abord sur cette bataille. Grâce à Monsieur Brissot, nous avons eu un large commentaire sur la bataille, très précis, et ensuite nous sommes partis chercher des modes de figurines. Alors il fallait que ce soit assez simple pour le visiteur, mais pas trop caricatural non plus, et donc il fallait expliquer à travers 14 figurines, ou 14 stations plutôt, à chaque fois, le déroulement de la bataille, des personnages de la bataille, l'équipement des soldats de l'époque, les conditions de vie de l'époque, et puis le bilan effroyable de cette bataille. Donc nous sommes partis comme ça, par cheminement, petit à petit, en découvrant les différents éléments de la bataille. Donc elles sont en action, ces statues? Oui, en fait, elles représentent tout un élément particulier de la bataille. Et il y aura un discours à côté, alors sous forme de MP3, notamment, peut-être, et donc qui expliquera le déroulement de la bataille. Les personnes pourront voir exactement les lieux, comprendre ce qui s'est passé ici, et faire le rapport avec cette bataille et les lieux qui restent assez marqués. Est-ce que vous avez dû sortir un peu du cadre du programme d'histoire, ou ça, par chance, ça rentrait dedans? J'ai essayé de faire en sorte que ça reste dedans, mais en fait, ça rejoint le programme d'histoire, mais ça rejoint plus largement nos programmes, c'est-à-dire il y a un aspect mémoriel important, il y a un aspect de travail de proximité avec les élèves. On travaille beaucoup sur le travail de proximité en géographie, sur l'aménagement du territoire aussi, puisqu'on travaille en géographie sur l'aménagement du territoire, et un travail croisé avec le Souvenir Français et la communauté de communes. C'était très intéressant pour les élèves, pour se rendre compte de ce cheminement, comment est-ce qu'on réalise un tel projet. Donc il y avait plusieurs aspects qui étaient mêlés ici. Donc vous ne soupçonnez pas ceci, hein, puisque vous disiez vous n'êtes pas de la région. Les élèves, est-ce qu'ils avaient déjà une petite connaissance de l'histoire, ou c'est aussi une découverte totale? Alors, il se trouve que nous avons beaucoup de garçons en classe, et les garçons sont très férus de guerre, et très férus de la guerre de 14 ici, et donc ils avaient une connaissance de la guerre de 14. Mais il faut bien dire que ce sont des batailles qui ont eu lieu tout au début de la guerre de 14. Alors l'image de la guerre de 14, c'est le poilu avec son casque, c'est les tranchées, etc. Ce qui n'existait pas à cette époque ici, et donc c'est une autre forme de bataille, une autre forme de guerre, j'allais dire pratiquement, puisque la guerre a beaucoup évolué entre 1914 et 1918, et ça nous a permis de comprendre comment la France est entrée en guerre, l'Allemagne est entrée en guerre, et ce qui s'est passé après, de manière assez pointue,
Donc on était assez précis. Ici. Et ces 14 stations, donc vous avez proposé les actions, la représentation aux souvenirs français à la CCL pour... Alors on a d'abord travaillé entre collègues, puisque ça permet de travailler en pluridisciplinarité, c'est-à-dire entre des collègues qui normalement ne se rencontrent pas beaucoup, et donc ça nous a permis de voir, moi, de connaître le côté un peu plus technique, parce que je peux réaliser ou imaginer une fresque de 15 mètres de haut, mais tout de suite on me remet dans la faisabilité, surtout avec les élèves, parce que il fallait voir la faisabilité surtout avec les élèves, parce que bon, c'est bien beau de décider de faire quelque chose, mais bon, il faut qu'ils puissent quand même le réaliser. Comme on disait tout à l'heure avec l'enseigne, la tâche, la résistance, tout ça. Il y a eu une étude après de prise au vent, de résistance, parce que c'est des panneaux de tôle quand même acier qui font presque 2 mètres de haut. Donc là-bas, on sait qu'il y a beaucoup de vent. Il fallait quand même qu'il y ait une certaine accroche, quoi. Et vous, élèves, nous en avons 2 donc avec nous. Vous avez participé à tout ce projet. Comment vous avez vécu cette découverte de l'histoire vraiment locale pour le coup des différents sites historiques? On l'a découvert avec plaisir, quoi. Puis on était contents aussi de travailler pour ça. Vous avez été beaucoup demandé cette année. Cette année là, moi ça faisait plaisir, c'était bien. Si on avait eu plus, on l'aurait fait aussi. Donc vous vous êtes rendu sur les sites historiques. Est-ce que vous y seriez rendu sans ce projet? Moi je m'y rendais déjà en temps normal. Puis on a contribué à notre manière en fait de pas oublier cette histoire, l'histoire de la bataille de Lunéville et l'histoire de notre pays. On a de la chance d'avoir un pays qui a une histoire assez forte. Et le problème de la génération, de notre génération, c'est qu'on est un peu dans une génération d'oubli. Ça nous a permis, en fait, pour nos enfants, nos petits-enfants, de conserver quelque chose qui nous tient à cœur. Donc là, comme on disait avec l'enseigne, là, 14 statues à taille réelle qui sont sur les sites historiques. Effectivement, c'est parti pour durer aussi. Donc là, vous pourrez aussi dire, en vous promenant plus tard, je sais ce que c'est, je connais l'envers du décor. Et l'envers du décor, d'ailleurs, techniquement, alors ces statues, elles sont faites comment ça s'est passé? Elles sont réalisées avec de la tôle acier, sur une hauteur à taille réelle, humaine, quoi. Ce sont des soldats, pour l'instant, sur les 4 figurines qu'il y a, il y a un soldat français, un soldat allemand, et puis il y a les cartes représentant la bataille du Grand Couronné, la carte de France avec l'invasion allemande, et puis une autre sur le relief du site. Donc dès septembre, on se remet à la tâche, on recommence les autres figurines. Parce que là, c'est un projet sur 2 ans. Sur 2 ans, oui. Pour l'instant, il y en a 5 qui sont réalisés, et puis les autres seront faites dès septembre pour. On pense aboutir ça au mois d'avril, quoi. Donc vous avez le même impératif, c'est d'essayer d'intégrer ces demandes dans le cursus, dans le. Exactement. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas tout faire d'un coup, oui. Si je peux me permettre, ça rentre aussi dans un cadre plus important, même, parce qu'on se rend compte que le tourisme mémoriel, notamment des champs de bataille, est très à la mode. De plus en plus de gens visitent les champs de bataille. Et Monsieur Brissot me disait, il y a quelques années, personne ne venait voir le cimetière, à part les familles, peut-être. Mais depuis quelques temps, on a des touristes belges, hollandais, allemands, anglais qui viennent de plus en plus visiter et qui s'intéressent au site. Je rappelle quand même qu'il y a un projet de classement au patrimoine mondial de l'UNESCO par la région Lorraine, mais d'autres régions françaises qui sont associées, des sites de guerre de 1870, de 1914 et de 1940. Donc c'est un projet encore plus vaste. Et pour les élèves, si le site est classé, ils pourront dire j'ai travaillé sur un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, ce qui est quand même pas donné à tout le monde. C'est clair. Oui, on est vraiment dans la mémoire. Quand j'entends dire par ces jeunes que nous avons reçus aussi là-bas sur le terrain, qu'effectivement, ils savent déjà qu'il faut que nous gardions notre histoire, la bataille de Lorraine, la bataille du Grand Couronné et la bataille de Lunéville, eh bien, c'est le premier choc de ce premier conflit mondial. Et le premier choc, on sait qu'on est plus ou moins préparé. Et c'est une guerre de mouvement, ça vient d'être dit aussi, par rapport à une guerre enterrée, la guerre des tranchées, de Verdun. Alors on a toute une histoire qui se déroule sur ce territoire, qui est extrêmement diversifiée par les points. Les Haumont,
Frascati sont retenus, comme on le disait, mais retenus, nous allons prendre ce mot avec énormément de prudence, car bien sûr que nous serions extrêmement heureux que ce classement aboutisse. Pourquoi ? Parce que nous constatons effectivement, et je viens en renforcement sur cette idée-là, l'augmentation du nombre de visiteurs est constante. Nous essayons d'expliquer comment. Eh bien, peut-être la généalogie. On nous parle beaucoup de généalogie, qui aurait suscité à nouveau dans les familles le respect de celui dont on marche dans les pas, parce qu'il nous a précédés, et que nous avons toujours quelque chose à reprendre de l'ancêtre ou de l'aïeul ou bisaïeul. Alors on a cette première réaction, et puis on a tout simplement que c'est une impression très forte que j'ai aujourd'hui maintenant, que cela soit ce qui vient d'être exprimé par nos jeunes amis qui ont œuvré avec une dimension un peu particulière. Moi j'avais considéré que dans le mot informatique au quotidien, il y a identifiant. Eh bien un identifiant qui a une taille humaine, qu'ils ont créé eux, avec l'aide et l'encadrement de leurs professeurs, eh bien cet identifiant, il vient renforcer ce qu'ils ressentent à l'intérieur, et qui a été très très bien dit, c'est je suis un témoin. Je suis un témoin, je viens d'hériter de quelque chose et j'ai envie de le passer. Et pour nous c'est fabuleux d'entendre ces choses-là, et ça nous conforte aussi dans notre rôle, eh bien, un peu de mentor, un peu d'aïeul, tout bêtement, parce qu'on joue les grands-pères et on dit voilà, nous étions témoins, vous allez l'être aussi, et vous allez l'être d'une bataille qui a été celle, et ce sera ma conclusion sur ce propos-là du moins, c'est la bataille de Lorraine qui a stoppé l'invasion allemande, la première invasion allemande sur le territoire français en août 1914. Oui. Et là, donc le projet, l'idée de transmission aux jeunes, là, dans ce projet-là, est complètement réussi, quoi. C'est une ligne directrice complète de du partenariat qu'on a avec le Souvenir français, et de la compétence et de la volonté politique des élus, qui a été en construisant et en réhabilitant le site, et puis après en le faisant vivre de façon très efficace. Nous sommes un vrai partenariat, on va dire un partenariat égalitaire dans le fonctionnement, et c'est vrai que nous faisons en sorte de favoriser les visites en ouvrant de plus en plus. Il faut savoir que le Léaumont, il est ouvert, on va dire, de façon très importante pendant les périodes estivales, à partir de mai estivale après, en automne jusqu'à novembre, mais même pendant les périodes d'hiver, le Léaumont, il peut être visité sur demande et par des groupes à partir du moment où on en fait la réservation. Et bien évidemment, que ce soit les membres du Souvenir français ou le gardien actuel, se ferait un plaisir, pour ne pas dire un honneur, de pouvoir accueillir et raconter l'histoire. C'est aussi du storytelling, comme on dit, et nous à la communauté de communes, cette volonté très forte de promouvoir ce devoir de mémoire. Donc venez. Vous voulez ajouter quelque chose au niveau du Souvenir français ? En prévision, en partenariat toujours avec la CCL et avec le lycée Boutet de Monvel, il y a prévu de concevoir une grande carte de la bataille du Grand Couronné. Donc, qui s'échelonnerait depuis Roselière pratiquement jusqu'à Sainte-Geneviève à peu près. Donc, ça serait vraiment une grande carte qui serait adossée normalement au mur du mémorial Lyautey. Donc, encore un projet qui concernera le lycée, peut-être ? La CCL et le lycée, bien sûr. Voilà. C'est bien, hein, vous êtes bien vus. Hein. Et puis donc on l'a dit, les figurines vont arriver encore l'année prochaine pour avoir les 14 en tout pour les sites d'interprétation et de mémoire. Conclusion générale de cette émission, voilà des partenaires qui fonctionnent bien, hein, tant au niveau du lycée, au niveau de l'intercommunalité, avec les associations, la jeunesse. On peut dire que ça fonctionne bien pour le Lunévillois.
Je crois que c'est simplement, et puis on peut rajouter d'autres partenaires. On parlait du dossier de patrimoine mondial. Le Conseil général de Meurthe-et-Moselle travaille sur ce dossier. Bien évidemment, un partenariat très actif et très étroit avec la ville de Lunéville aussi, qui est partenaire. Nos amis du Souvenir français vont organiser au mois de septembre une commémoration. On pourra en parler. C'est un partenariat étroit avec la ville de Lunéville. Donc, pour conclure, pour nous, c'est simplement la preuve du dynamisme et de la nécessité de ce dynamisme dans un territoire que, comme Monsieur Verdier, moi j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Je ne suis pas lorrain, je suis entre guillemets un étranger, mais quand on arrive dans ce territoire, c'est comme on disait dans le Nord, on arrive en pleurant, puis on pleure deux fois parce que quand on en repart, on pleure aussi. Ouais. Donc voilà, il y a de vrais atouts et de vraies potentialités, une richesse, des gens dynamiques qui ont envie de développer le territoire. Notre rôle de collectivité, c'est de les accompagner ou parfois de montrer le chemin. En tout cas, c'est notre travail quotidien et on est heureux de le faire. Et oui, parce que effectivement, on le voit que ça fonctionne bien. Monsieur Brissot, oui. Simplement, puisque il y a les prévisions, nous avons le 22 juin un anniversaire à Léaumont. Et c'est le 90e anniversaire de l'érection de cette statue qui est à la mémoire des poilus qui se sont battus là. Alors il y a toute une histoire autour qui pourrait faire l'objet d'un entretien isolé d'ailleurs ou particulier. Et puis, M. Portigliatti l'esquissait à l'instant, d'autres projets qui tiennent toujours à l'histoire locale. Et nous ne sommes pas éloignés de notre projet d'aujourd'hui, puisque nous allons parler de la première aviation civile, bien sûr, mais surtout de guerre. À partir de 1910-1912, il y a une certitude de travaux engagés sur le Lunévillois, je dis bien sur le Lunévillois, où le 8e régiment de dragons de cavalerie va fournir les premiers aviateurs en formation de l'époque, qui dès 1914 vont être engagés notamment dans des missions de reconnaissance. Voilà un côté insolite. Absolument insolite, parce que vous imaginez les avions de l'époque, ça commence par véritablement, excusez-moi, mais le terme est exact, la cage à poules. On est exposé à tous les vents, on est tout seul là dans un engin volant, et très vite ça va évoluer, on va aller faire des reconnaissances du côté de l'ennemi, on va découvrir qu'on pourrait inventer un bidule qui s'appellera le parachute, on va inventer malheureusement des armes qui seront embarquées, et on va déboucher aussi sur du courrier transporté, je parle des armées, des marchandises qui seront jetées au-delà des frontières pour prendre l'ennemi à revers. Point de suspension, je m'arrête là, mais vous imaginez que tout cela, toutes ces questions et ces réponses que nous trouvons dans l'histoire du premier conflit mondial nous ont énormément surpris, nous ont amenés à tenter de se protéger contre le virus, mais ça n'a pas été possible. Donc nous sommes plongés dedans complètement. Et monsieur de Caumont-la-Force, qui est un des premiers aviateurs de la guerre de 14, alors petite anecdote, grand-père, le mien, ah oui, bien sûr, eh bien, il était ordonnance de monsieur de Caumont-la-Force au 8e de Dragon à Lunéville. Alors, n'allez pas chercher où est le virus, à mon avis, il vient de là. Mais parler de l'aviation, c'est un plaisir encore à partager. Et puis, il y aura bien des choses aussi qui vont se succéder, puisque nous parlons de l'histoire du Zeppelin avec la ville de Lunéville, et vraisemblablement aussi la communauté de communes. Voilà, beaucoup de projets. Et beaucoup d'enthousiasme pour les entreprendre. La date à retenir, là, c'est... Pour l'instant, 22 juin. Là, nous nous retrouvons à 17h à Frascati et à Léaumont aussitôt après, avec un grand rassemblement, enfin je l'espère, grand rassemblement, pour que nous puissions évoquer justement ce premier conflit mondial, et en particulier la bataille de Lorraine, dont je répéterai, ce sera ma conclusion définitive, que si elle a été gagnée, eh bien c'est ce qui a permis de sauver la France, mais surtout Paris qui était visé par les troupes d'invasion.
Mais voilà, effectivement, la conclusion du souvenir français par Monsieur Brissot. Monsieur Portigliatti. Oui, je voulais juste rajouter, mais c'était induit dans tous nos propos. Le 22 juin, il y a cette inauguration, mais c'est les premières figurines que nous allons officiellement présenter, les 5 premières, qui seront suivies des 9 l'année prochaine. Donc, bien évidemment, elles sont déjà installées. Je parle sous le contrôle de Monsieur Lunel, qui les a installées hier, sauf erreur de ma part, en liaison avec les services techniques de la CCL. Donc, on peut déjà les admirer, mais elles seront portées sur les fonds baptismaux officiellement le 22. Et on invite, autant que faire se peut, toute la population, en tout cas tous ceux qui sont intéressés, à venir à Chauvet, puis après faire le parcours à pied pour se rendre compte de tout cela. Ça sera aussi un hommage au sculpteur Broquet, qui a sculpté la statue de Léaumont, dont la spécialité, si on peut dire, était de confectionner, de réaliser des monuments aux morts. Il a réalisé énormément, dont celui qu'on appelle La Patrouille à Raon-l'Étape, où il fait également des statues de Maginot, il a fait des statues partout, des bronzes magnifiques sur la guerre de 14-18. Ouais. Donc il sera mis à l'honneur. Il était aussi un ancien combattant de 14-18, et il était blessé assez grièvement d'ailleurs à cette guerre. D'accord. Écoutez, le message est passé en tout cas. Et Monsieur Berger, si vous voulez conclure par rapport au lycée et tous ces partenariats qui tournent autour des différentes sections, de la jeunesse qui est impliquée. Écoutez, moi je trouve que la conclusion, elle a été presque faite, la conclusion au niveau éducatif, j'ai envie de dire, elle a déjà été faite par un de nos 2 élèves, là ici présents, qui lorsqu'il a dit on est une génération de zapping, génération de, je ne sais plus comment tu as appelé ça, et en tout cas ça nous permet de nous inscrire effectivement dans un travail sur le souvenir. Là on a quelque chose d'éducatif fort, c'est-à-dire que bien évidemment nous on cherche toujours des projets, on cherche du sens, l'éducation c'est donner du sens effectivement. Et là, je crois qu'on a quelque chose, un partenariat qui permet de donner du sens aux apprentissages qui sont ceux de nos élèves. Voilà ma conclusion. Et on l'a bien compris, on pourra refaire de nombreuses émissions avec tous les partenariats qui sont sur l'Univillois et faire des points réguliers sur l'avancement et d'autres projets, puisque vous l'avez bien compris, amis auditeurs, l'Univillois fourmille de projets et de rencontres. Et merci en tout cas de cette émission, de nous avoir accueillis dans votre lycée. Et 15h48, la musique revient jusqu'à 16h, les infos. Et moi je vous retrouve dès demain 7h. Merci à tous autour de la table d'avoir participé à cette émission en particulière.